Merci de nous rester fidèles, vous êtes sur Média et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. La dégradation des terres affecte aujourd'hui, selon les évaluations des Nations Unies, 2 milliards de personnes dans le monde. Elle concerne un tiers de la surface de la planète et touche plusieurs pays. Les effets de la dégradation des terres sont une perte permanente de la productivité biologique et économique des écosystèmes. Celle-ci est due à l'érosion du vent et de l'eau, à la perte de la capacité des sols à stocker l'eau, à la chute de leur fertilité, à l'absence de toute végétation. La désertification représente son stade le plus avancé. Pour endiguer ce phénomène dévastateur au Sénégal et particulièrement dans la région de Thiès, plusieurs mesures ont été prises pour préserver, protéger et restaurer les terres, notamment la mise en place de dispositifs anti-érosifs, vous le verrez dans un instant dans notre reportage. Et pour avoir un éclairage sur cette initiative, nous sommes avec Famara Conté, environnementaliste et consultant. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci, monsieur. Je suis content de vous répondre à votre appel pour parler sur la dégradation des sols au Sénégal, en Afrique et plus particulièrement dans la région de Thiès et sur le plateau. Merci, on se retrouve ici sur ce plateau juste après notre reportage sur le plateau de Thiès. Il est signé Giro Togbé et Bachir Bodian. Située à 70 km de Dakar, la région de Thiès est l'une des 14 régions administratives du Sénégal. Elle se situe à l'ouest du pays et s'étend sur une superficie de plus de 6000 km², soit 3,4% du territoire national. Dans cette région, la zone dénommée le plateau de Thiès est une zone stratégique du point de vue hydrographique. Le plateau de Thiès d'ailleurs s'étend sur une longueur nord-sud de 60 km et une largeur variable entre 10 et 20 km. Ensuite, il atteint des hauteurs maximales de 133 mètres au nord-ouest de la ville de Thiès. À Thiès, nous sommes sur le plateau. Ici aussi, nous sommes sur le plateau. Le plateau de Thiès comprend 3 massifs. Il y a d'abord le massif de Mont-Roland, il y a le massif de Diass, là où nous sommes, composé de la Somone et de la vallée du Diobass, et le massif de Thiès, le Fandène. Bon, pour ce qui est le massif de la Somone, là où nous sommes, les populations sont confrontées à un problème d'inondation au niveau de leur village et ensuite un ensablement au niveau de la lagune. C'est la conséquence de plusieurs perturbations relatives à la structure à grande échelle de la terre qui date des siècles. Aujourd'hui, le projet de restauration du plateau de Thiès réalise des dispositifs anti-érosifs pour apporter une solution pratique afin de restaurer les terres. C'est un projet qui a été, amené ici, ou bien qui a été motivé par l'entreprise d'une personne qui s'appelle Bertha, qui est maintenant résidente du village. Donc, il a des connaissances, donc nous a mis en rapport avec la DGERT, qui sont venus pour nous expliquer le travail et aussi sur la restauration des sols, conservation, tout ça. Donc après les explications avec tout le village présent, donc nous sommes engagés pour mener le travail parce qu'on estime que c'est un travail qui a beaucoup d'importance pour la localité. Vu le contexte environnemental, le contexte géologique, physique et socio-économique de la zone, donc c'est un travail qui peut nous être d'une grande importance. Et si on a aussi des résultats, on a essayé de maîtriser les eaux de ruissellement pour alimenter la nappe phréatique, pour essayer aussi de faire revenir la végétation, il faut l'enrichir. Si on ne l'enrichit pas, on ne pourra pas l'exploiter. Parce que c'est une continuité, c'est une chaîne. Il faut mettre les cordons, faire revenir le sable, mais aussi valoriser ces terres qui ont été récupérées. C'est ça, en gros, ce qu'on est en train de faire dans le site de Thiafoura.
Parce que Thiafra a une influence directe sur la lagune de la Somone. Nous sommes ici, dans la localité de Thiafoura. Les populations ont compris qu'il s'agit d'un réel problème d'ordre environnemental. Grâce aux efforts de sensibilisation de l'Association pour le développement des technologies, la gestion de l'espace et des ressources des terroirs, un sursaut est né dans le rang des habitants pour accompagner l'initiative. Elles se sentent responsables, les populations de Thiafoura, parce que leur devenir est en jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a un ravinement qui s'annonce dans le village et une inondation toutes les années. Et un rétrécissement des terres et aussi des zones d'habitation. Ce qui veut dire que dans chaque carré, il y avait 2 personnes qui l'avaient fondu. Actuellement, il y a plus de 20 personnes dans chaque carré. Donc il faut que ces gens-là trouvent où habiter. Si on laisse les ravins là qui s'agrandissent pour aller alors séparer les villages là, mais il y aura de l'exode. Il y aura de l'exode. C'est pourquoi les femmes ont pris leur décision de faire le travail. On ne leur donne qu'une prime de motivation, de rafraîchissement. L'implantation des cordons de pierre obéit à une procédure scientifique. Comme le démontre ce technicien, il y a nécessité de repérer d'abord le sens de ruissellement de l'eau. Donc, arrivé à ce stade, on n'a pas encore le niveau. Donc, il faut manier l'appareil, le niveau à bulle d'air, pour avoir le niveau. Voilà, on fait tout doucement. Là, on a le niveau. Vous voyez. Et le niveau permet à avoir le sens de ruissellement de l'eau. C'est ça. Après, on doit matérialiser, ici pour ne pas le perdre, quoi. On déplace encore, comme ça. Il faut pivoter. Voilà. Là, on cherche. Il faut chercher encore. Il faut chercher encore. À chaque fois, si tu ne trouves pas le niveau, il faut le chercher. Il faut le chercher, voilà. Voilà, ici on a le niveau. On a le niveau, donc on doit matérialiser ici pour ne pas perdre le point. C'est comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Après cette étape, l'on creuse un trou de 10 à 15 cm de profondeur et de 15 à 20 cm de largeur. Ce trou va accueillir plus tard les granites concassés par des jeunes de la localité. Le but est de permettre aux eaux de ruissellement de stagner pour ensuite s'infiltrer dans la nappe phréatique. Je suis chargé de superviser le travail. Et pour que le travail puisse se réaliser, la TGT est venue nous former donc, sur les techniques du projet, c'est-à-dire la pose des cordons pierreux et les différents ouvrages qu'on doit réaliser dans le site. Et à l'issue de la formation, donc, on a nommé des chefs d'équipe. Nous avons 4 équipes qui travaillent dans le site. Et c'est tout le village aussi qui est concerné, notamment les femmes du village qui sont concernées par le travail dans le site, notamment la pose des cordons pierreux. Donc toutes les femmes du village, donc, par groupe, par alternance, donc, viennent travailler ici, donc, de 8h à midi ou bien de 9h à 13h. Les femmes, au centre de toutes les initiatives locales, toujours disponibles et motivées. Pour preuve, malgré le soleil au zénith, au moment de notre passage, elles étaient à l'œuvre. Et là, c'est la bonne ambiance. Pour elles, la cause pour laquelle elles travaillent est valable. C'est en partie ce qui justifie leur présence. L'eau de ruissellement envahissait le village et certains champs étaient impraticables. Les responsables sont venus nous expliquer pourquoi nous assistons à ce phénomène et les solutions pour y remédier. Nous avons compris les enjeux. Ils nous ont fait suivre des formations pour apprendre à disposer ces cordons de pierre afin de lutter contre l'érosion du sol.
Constituées en équipe, c'est à ce lieu qu'elles ramassent les pierres concassées. Chacun sait ce qu'il a à faire. Les hommes concassent les granites et nous, on les ramasse. Comme vous le voyez, à trois, c'est ainsi qu'on ramasse les pierres dans nos plastiques. Elles s'entraident ensuite à porter le plastique sur la tête. Fastidieux, pourtant, en quelques minutes, cette dame va rejoindre l'équipe, chargée de former le cordon de pierre. C'est ce que nous faisons au quotidien. On ramène comme ça des pierres concassées sur le chantier. C'est juste à quelques minutes. Parfois, la distance peut être longue. C'est dur, mais on est obligé. Seul le travail paie. On travaille 4 heures de temps par jour. Si tu viens à 8 heures, tu descends à midi. Et ceux qui viennent à 9 heures descendent à 13 heures. C'est ainsi que nous nous organisons. Les hommes nous soutiennent beaucoup. Nous sommes payés à 1500 francs CFA par jour. Chaque groupe travaille 2 jours et se repose aussi 2 jours. L'importance stratégique du plateau de Thiès relève de facteurs naturels. C'est le seul ensemble surélevé de la région qui influence des zones hautement stratégiques du Sénégal. Le plateau de Thiès est le château d'eau du Sénégal. C'est sur 4000 km² et 20 collectivités locales entre Thiès et Dakar. Ça quitte de Somone pour aller jusqu'à Noto Goudiama. Et ensuite continuer jusqu'à Barkédji. Ce qui veut dire que là où nous sommes a une influence directe sur le bassin arachidier, a une influence directe dans la zone sylvopastorale, a une influence directe dans les Niayes. Il y a 57 cours d'eau qui coûtent le plateau de Thiès pour s'injecter dans l'intérieur du pays. Est-ce que vous ne savez pas que c'est là où est né le Saloum? Est-ce que vous le savez? C'est là où est né le Saloum, c'est là où est né le Sine, la vallée du Djobas. Mais il y a l'inondation aussi au niveau de Dakar comme au niveau de Thiès. Ces deux inondations ne seront un mauvais souvenir que si on maîtrise le plateau de Thiès avec ces ouvrages, pour essayer de maîtriser les eaux de ruissellement, parce qu'il y a une altitude de 116 mètres par rapport aux villes. À quelques kilomètres de Tiafoura se situe une autre localité du nom de Sangué. Le même projet de restauration de dispositifs anti-érosifs est implanté ici sous la houlette de cet expert en défense-restauration des sols. Pour lui, les résultats sont perceptibles. Lui qui ruisselle en amont vient tout doucement et va confronter à la digue là, c'est-à-dire au cordon, ensuite pour s'infiltrer, pour ensuite dépasser la digue et en même temps faire un dépôt de sédiments, ce qui montre un enherbement. Donc il y a les effets. C'est ce que je vous disais tout de suite. Si par exemple on a accompagné cette digue de plantation en amont comme en aval tous les 3 mètres, on aurait dû constater qu'il y a alors une bande d'arbres qui commence alors à apparaître au niveau du cordon pour que demain cette bande-là va prendre la relève. Parce que vous avez 30 cm de profondeur, de hauteur. Actuellement, on est presque à 15 cm. Ce qui veut dire qu'à force que les poulets arrivent, il y a un dépôt de sable qui va couvrir le cordon. Promouvoir une solution durable à l'érosion côtière devrait préoccuper plus d'un. Ceci en raison de ses impacts négatifs sur les populations. C'est du moins l'avis de ce spécialiste. S'il pleut, les 60% doivent s'infiltrer. Il va rester 40% sur les 100 litres. Les 30%, c'est ce qui doit circuler normalement, le processus de ruissellement, pour faire un dépôt dans la mer. Les 10%, c'est pour les mares. Actuellement, les mares n'existent plus. L'infiltration n'existe plus, ce qui veut dire que tout ce qui devait s'infiltrer, les 60%, plus les 10%, plus les 30% vont directement dans la mer, ce qui permet à la mer de réagir. C'est pourquoi il y a l'érosion côtière.
Une grande partie de l'eau consommée dans la région de Dakar et dans ses environs provient du plateau de Thiès. Selon la revue de géographie de l'Université de Ouagadougou, le plateau de Thiès régule la remontée des eaux salées et les écosystèmes côtiers. Les cycles de sécheresse persistantes depuis les années 1970 expliquent les problèmes environnementaux, dont les conséquences se traduisent par la diminution des ressources hydriques qui perturbent l'accès des populations à l'eau potable. À ce titre, l'Association pour le développement des technologies, la gestion de l'espace et des ressources des terroirs travaille avec ses partenaires techniques et financiers au profit des populations de Thiès et environ. Et de retour sur le plateau de Croissance Verte, nous sommes avec M. Famara Kanté, environnementaliste et consultant. Monsieur Kanté, quelle appréciation faites-vous des méthodes développées dans ce reportage pour protéger les sols? Les méthodes développées dans ce reportage sont des méthodes qui sont positives pour les terres. Parce que ces méthodes-là, quand on les suit très bien, et ça revient automatiquement à la restauration des sols. Et en restaurant un sol qui est pauvre, qui est lessivé, qui n'a plus rien, en le restaurant, on lui donne tout ce qu'il avait manqué. Et par là, la population peut l'utiliser pour des fins rizicoles ou de culture de grands champs ou de culture en culture maraîchère. D'accord. Selon vous, quel impact pourrait avoir de telles techniques sur les productions agricoles des populations de cette zone du Sénégal? Un peu plus globalement, vous venez d'en énumérer quelques-unes. Exactement. L'impact est extraordinaire. Parce que ces méthodes sont de telles, ça agrandit le rendement que les paysans avaient perdu il y a 10 à 20 ans. Ça recrée, je peux dire, excusez-moi, mais ça recrée la terre dans ce milieu. Donc, ce qui veut dire que cette technologie est franchement une technologie qu'on peut développer, je ne dis pas au Sénégal, mais qu'on peut développer dans certaines zones où la terre est complètement dégradée, comme la Gambie, la Guinée-Conakry, le Mali. C'est des zones où on peut développer cette technologie. Et attention, cette technologie peut être développée même dans des sols où on ne trouve pas de pierre. Monsieur Kanté, alors qu'en est-il de la contribution des populations? Nous avons vu ces femmes, sous un soleil ardent, s'acharner à protéger leur sol. Quelle est votre appréciation? Vous savez, les femmes, quand on est en Afrique, et plus particulièrement au Sénégal, les femmes sont détenteurs de tout ce qui se passe à leur environnement. Les hommes voyagent et peuvent se déplacer, mais les femmes ne peuvent pas se déplacer. Ils ont leurs enfants dans le district, dans les villages. Donc ces femmes sont obligées de protéger l'environnement qui les entoure. C'est leur engagement. Leur engagement de quoi? La dégradation dont vous voyez, ils essaient de voir un partenaire qui vient, qui dit qu'on peut régler ça. Ils disent que je m'engage à ce règlement. C'est pour cela, à 60-80%, c'est les femmes qu'on voit tout le temps sur le terrain. Parce que l'environnement, c'est quelque chose de très, 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 très difficile à remettre. Maintenant, Monsieur Kanté, selon vous, quels sont les défis auxquels nos sols sont confrontés aujourd'hui? Oui, nos sols sont confrontés sur la salinisation des terres, l'érosion et la dégradation. Et il y a l'autre phénomène, c'est l'ensablement de nos parties cultivables, comme les rizières. Vous allez dans un champ, vous voyez que le champ, la terre arable est
dénudée. Et cette terre arabe dénudée doit être restaurée. Donc, tant qu'on n'a pas ça, voici les problèmes qu'on rencontre à l'heure actuelle au Sénégal et partout dans l'Afrique. Alors, dites-nous, quelle est la différence qui existe entre érosion et dégradation des sols? Oui, l'érosion découle de l'érosion éolienne, l'érosion créée par le vent et l'érosion créée par l'eau. La dégradation, c'est l'effet de l'homme. On retrouve aussi l'effet de l'homme sur l'érosion, mais la dégradation, c'est typiquement l'activité humaine. L'activité humaine. C'est l'homme qui a causé la dégradation de nos sols. Quel type d'activité humaine? Le déboisement, les feux de brousse. Quand on déboise une partie, 1 hectare, l'autre partie est boisée. Cette partie, vous allez voir que automatiquement, le sable commence à se déplacer. Parce qu'il n'y a pas de matière qui retienne le sable. Et en même temps, ce que le vent crée, l'eau, quand il pleut, quand l'eau ruisselle, et il n'y a pas d'obstacle, le sable se déplace. Et va contaminer les autres sols qui sont fertiles, juste à côté. Exactement. Et ça, on revient sur la pollution. On revient sur les sols qui sont pollués. Ça, je donne l'exemple des Niayes, où les sols sont pollués, où l'effet de l'homme l'a créé par l'intensification des engrais et des pesticides que ces agriculteurs utilisent pour le rendement. Est-ce qu'à ce moment, on peut parler de contamination des sols? Total. Et quelles mesures pour améliorer ce qu'on appelle la santé des sols? La contamination des sols, le sol reçoit les pesticides. Et ces pesticides-là se dissouent et vont contaminer la nappe phréatique. Et pour régler ce phénomène, moi, je donne à un paysan pour lui dire il faut enfumer. Il faut prendre le fumier, le terreau, le compost pour amender nos sols. Mais surtout dans les Niayes, le phénomène est surtout trouvé au Sénégal dans les Niayes. Comment les sols contribue-t-il à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à ses effets? Les sols, quand un sol est propre, quand un sol est sain, fertile, toute plantation que vous mettez là-bas, ça développe. Quand un sol est malade, pollué, pour avoir certaines données, c'est extrêmement difficile, c'est impossible même. Et le phénomène qui se passe, je donne l'exemple encore des Niayes. Dans les Niayes, aujourd'hui, sur 1 hectare, au lieu de faire 150 kilos d'engrais minéral, les paysans sont obligés de faire 300 à 400 kilos. Donc, ce que vous voyez que ça pose problème. Et l'engrais azoté est beaucoup utilisé. Alors, il y a une utilisation excessive des engrais sur les sols et des terres au Sénégal. Exactement. Ce qu'il faut résoudre, ce qu'il faut régler le plus rapidement possible. Parce que sinon, vous et moi, nous mangeons des légumes qui, vous déposez ça en 24 heures, 48 heures, la carotte commence à pourrir. J'ai fait l'expérience, j'ai pris des carottes bio et des carottes venant des Niayes. C'est que les carottes bio sont restées presque une semaine sans bouger. Et l'autre, en 112 heures, je l'ai perdu.
Donc la dégradation, la contamination des sols a un effet dévastateur sur la nutrition et du coup sur la santé humaine. Alors selon vous, quelle autre mesure pourrait-on appliquer pour éviter cette contamination, cette dégradation des terres? C'est la restauration. C'est la restauration. Après avoir restauré, on amende. Si on amende, on restaure, les terres, les sols que nous cultivons vont redevenir comme les sols de 60. Et comment restaurer? De 50. Restaurer, c'est pratiquer les ouvrages anti-érosifs, des ouvrages biologiques. Ce qui veut dire, après avoir placé vos ouvrages anti-érosifs, il faut planter. En plantant 5 ans, 6 ans, 7 ans, la terre est restaurée, mais le jeu que les cordons et les autres faisaient seront repris par les arbres. Alors il faut changer nos habitudes et bien sûr penser à long terme. Merci Monsieur Famara Conté pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes environnementaliste et consultant. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.